Mercredi 3 juillet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrit toute l'actualité de la semaine en 26 minutes. Ce soir, deux grands thèmes retiennent notre attention. D'abord, les assises spéciales sur les crimes économiques et financiers qui ont débuté le lundi 1er juillet. Ensuite, nous allons évoquer le déplacement du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, en Belgique la semaine dernière, où il a évoqué plusieurs sujets, notamment l'Alliance des États du Sahel. Avec moi sur ce plateau pour développer ces deux grands thèmes, des habitués. Monsieur Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malekile. Bonsoir, monsieur Sow. Bonsoir, monsieur Aïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et monsieur Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir, monsieur Diarra. Bonsoir, monsieur Aïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de continuer à nous suivre. Nous allons débuter tout de suite cette émission par le premier thème, je le disais tout de suite. Les assises spéciales sur les crimes économiques et financiers présumés ont débuté ce lundi 1er juillet. Il y a une cinquantaine d'affaires qui sont inscrites au rôle de ces assises. Plusieurs présumés coupables. Des accusés, doivent passer à la barre. Mais il y a une tendance qui se dégage. On s'attendait à voir de grands dossiers, puisqu'il y a de grands dossiers qui sont attendus depuis, mais qui ne sont pas inscrits au rôle de ces assises qui ont démarré ce 1er juillet, M. Sow. Oui, bonsoir aux téléspectateurs de TM1. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des dossiers qui manquent au rôle qui a été publié pour les assises qui va prendre environ 2 mois. Mais ça peut se comprendre parce que la justice a sa façon de fonctionner. Certainement que les dossiers qui n'y figurent pas ne sont toujours pas en état pour être jugés. Et quand c'est le cas, on attend une prochaine session. Maintenant, en ce qui concerne les autres dossiers qui sont en cours, bon, il y a beaucoup d'abus, de confiance, de faux usages de faux, qui atteinte sont atteintes au bien public et tout ça qu'on a décelé. Et ça va être une session. C'est déjà une session spéciale, mais ça va être une session assez longue parce que ça prendra environ, comme vous l'avez vu, le programme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça va permettre au moins à vider ces nombreux dossiers et même faire place à d'autres dossiers, certainement ceux qui n'ont pas été vus sur ces rôles-là, qui vont être prévus pour le rôle prochain. Et ça va permettre aussi, espérons-le, à désengorger les prisons. Espérons-le, vous le dites. Alors, je le disais tout de suite, il y a plusieurs dossiers emblématiques qui ne seront pas jugés lors de cette session qui s'est ouverte le 1er juillet. Mais il y a d'autres dossiers qui sont là dont les gens ne connaissent pas la teneur. J'ai vu CICB, on a l'hôpital du Point G, l'hôpital du Point G, l'INPS, EDM, mais le dossier qui n'est pas lié au ministre, l'ancien ministre en tout cas. Mais j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est le meilleur pour la fin, parce que l'un des dossiers emblématiques qui seront jugés, c'est l'affaire des cotonculteurs, Bakary Togola. Ça, c'est la dernière affaire qui est inscrite et qui sera jugée à partir du mois d'août. Quelle est votre analyse par rapport à ça, M. Diarra? Oui, bon, il faut dire que cette session, elle était vraiment attendue. Elle était attendue parce que le ministre l'a annoncé il y a fort longtemps. Et je crois qu'à 2 occasions, parce que la session de la cour d'assises qui s'est terminée il y a juste quelques semaines, à l'ouverture, le ministre l'a annoncé, il a annoncé la tenue imminente de cette session spéciale. Mais dès l'annonce de cette session spéciale, les gens se sont dit que c'est les dossiers croustillants, comme je l'ai dit, emblématiques, qui vont figurer. Il y a des affaires que nous connaissons tous, avion présidentiel, achat des équipements militaires et autres. Mais la surprise a été quoi? À l'ouverture, quand les gens sont allés voir les rôles, mais à la veille même de la session, quand l'avocat général est passé, les gens ont compris que les dossiers qui étaient vraiment attendus ne figuraient pas au rôle. Bon, mais c'est quand même une session spéciale, une session de crime économique et financier. Parce que quand tu vois la nature des infractions, tu dis que ce sont des cas de blanchiment, de détournement de fonds, d'atteinte au bien public.
Et c'est sur des sommes faramineuses. Et bon, c'est en cela aussi que ce sont des crimes économiques et financiers. Bon, vous avez cité le dossier du CICB. Je pensais que cette affaire déjà est dépassée, mais la justice aussi, c'est un gendarme. Il y a un homme politique cité dedans dans ce dossier. Il y a beaucoup d'hommes politiques. Bon, beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'hommes politiques, des fournisseurs de l'État. Quand tu vois, même l'affaire qui est passée avant-hier, qui a été jugée avant-hier, mais c'est un prestataire, c'est un fournisseur de l'État. Tu as vu? Donc, ce procès, il fallait que ça se tienne. Parce que des gens sont détenus. Il faut ou les innocenter et ou démontrer leur culpabilité et leur faire payer ce qu'ils doivent payer. Moi, je crois que c'est l'occasion aussi, quand même, pour faire comprendre aux Maliens qu'il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'impunité. Parce que des gens pensent qu'on peut prendre les sous de l'État, c'est pas moi, les utiliser comme on le veut, et puis il n'y a rien. Mais je crois que c'est quand même le témoignage éloquent que l'État quand même est là pour rendre justice. Alors, est-ce que selon vous, cette session spéciale, c'était un bon signal qui est envoyé dans le sens où on se dit qu'après cela, les dossiers emblématiques seront jugés, ou est-ce que vous pensez que c'est une manière justement de gagner du temps par rapport à ces dossiers emblématiques-là, de faire passer le temps avec ces affaires pour que peut-être les gens oublient un petit peu ces différents dossiers emblématiques? Non, ça n'a rien à voir. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est le lieu d'ailleurs de dire que le ministère de la Justice a fait un travail remarquable avec les différents services concernés par l'organisation de cette session spéciale. Et que, d'ailleurs, c'est la preuve que, pour le moment, on n'est pas à mesure, en tout cas l'État n'est pas en mesure d'appuyer sur un quelconque bouton pour faire fonctionner l'appareil judiciaire. Et c'est d'ailleurs pour ça, certainement, qu'au regard des faits, des chefs d'accusation, des dossiers emblématiques dont vous avez parlé, on ne peut pas se permettre, avec une quelconque légèreté, juste pour faire plaisir aux citoyens ou bien pour passer à une autre étape, de mettre ces dossiers-là dans le rôle alors qu'ils ne sont pas en état. Et si on fait ça, il y a de fortes chances, d'ailleurs il y a eu des cas qu'on ne peut pas oublier, il y a de fortes chances que ce qui est reproché à ces gens-là, soit on va les libérer, la justice sera contrainte de les libérer pour faute de preuves, ou bien la justice sera contrainte de les condamner avec des informations incomplètes. Et pour éviter tout ça, mieux vaut traiter les dossiers avec le fonctionnement normal de la justice pour arriver à un procès qui sera équitable et qui permettra la manifestation de la vérité. Maintenant, en ce qui concerne la diligence des dossiers, tout dépendra de la disponibilité non seulement des différents intervenants dans le processus, mais aussi du nombre élevé des dossiers ou du moins élevé des dossiers que la justice a à sa disposition. Et tout. Oui, justement par rapport à ça, est-ce que le fait que l'instruction soit plus longue pour certains de ces dossiers, plus longue, plus compliquée à voir, et qu'il y ait des personnes qui soient en prison depuis 2 ans, voire un peu plus, est-ce qu'il serait pas... il n'aurait pas été mieux, en attendant que l'instruction soit bouclée, certaines de ces personnes bénéficient de la liberté en attendant de passer au procès? Moi, personnellement, je n'ai aucune explication juridique et judiciaire qui fait que certaines personnalités ou certains accusés, certains inculpés, si vous voulez, soient toujours maintenus en prison. Parce que quand on regarde la loi est très claire, il y a des délais de détention. Et pour certaines personnalités, ces délais-là sont largement dépassés. Je pense qu'il est extrêmement important. Je ne sais pas quelles sont les différentes actions que les avocats ont posées, de ces accusés bien sûr,
Mais je crois que ces personnes doivent bénéficier des libertés en attendant que leur dossier soit jugé. Et maintenant, d'autres mesures sont disponibles. Et d'ailleurs, comme on dit, la détention, c'est une exception. Et je pense que les garder en prison comme ça, alors que les délais sont dépassés, on tombe dans une autre injustice qu'on appelle la détention illégale. Et ça peut compromettre le processus qui est en cours même en ce qui concerne la procédure. Alors, en parlant d'un des grands dossiers qui seront jugés à la toute fin, les cotonculteurs, a vu qu'il y a déjà eu un premier jugement qui a permis d'innocenter, d'acquitter en tout cas Bakary Togola, qui était même sorti de prison. Ensuite, la justice s'est opposée à cette décision, réouvrant cette affaire-là, qui finalement, on se demande maintenant ce qu'il en est exactement par rapport à ça, puisqu'il y a du flou maintenant derrière, avec cette première décision qui avait été déjà donnée. Oui, je crois que c'est pour ça que cette session spéciale est la bienvenue, parce que ce serait quand même une occasion pour les Maliens d'être bien édifiés sur les contours de cette affaire. Je l'avais dit, il y a eu un jugement, il a été innocenté, et il a fait appel à la décision, on a réouvert le dossier. Maintenant, à propos de ce que tu voulais dire, si cette session en cours n'est pas une façon peut-être n'est pas du dilatoire, parce que les gens s'attendaient à d'autres dossiers qui sont considérés comme des dossiers explosifs. Mais je crois qu'il faut reconnaître que quand tu vois le nombre d'affaires, les accusés, et la charge aussi, tu vois que ce ne sont pas des minces affaires, ce sont des gros dossiers. C'est vrai, ce sont les dossiers qui cristallisent le plus l'attention des Maliens, ce sont les dossiers que j'avais cités, la vie présidentielle qui implique. Mais ces dossiers aussi, il y a des gens qui sont détenus, mais quand tu vois les implications, c'est-à-dire les acteurs qui sont impliqués dans ces dossiers, où certains ne sont pas ici, où certains sont partis de l'autre côté, c'est vrai, d'autres sont en détention. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de communication. Bon, pour les affaires en instruction aussi, je crois que la justice, il y a des trucs sur lesquels on ne communique pas. Mais il appartient aux acteurs, aux responsables de la justice, de communiquer pourquoi cette session spéciale n'a pas enrôlé les affaires qui sont attendues. Moi, je crois que c'est une question de communication. L'instruction est toujours en cours, apparemment. Donc, vraiment, quand une affaire est en instruction, il faut être très prudent. Mais eux, les acteurs, ils peuvent communiquer là-dessus. Ils peuvent dire ce qu'il en est, pour au moins que les gens cherchent. Qu'est-ce qui a fait que cette affaire il n'y a pas de célérité dans la procédure pour que ça aille jusqu'au bout. Il y a quelques mois, il y avait eu des communications de la part du procureur de la Cour suprême, je crois, par rapport à certaines affaires, notamment Sécuriport et aussi d'autres grandes affaires. Est-ce que vous pensez, M. Sow, que ceci va participer à redorer le blason de la justice malienne auprès d'un certain nombre d'acteurs qui ont des réserves? Forcément, pour moi, c'est la preuve que la justice suit son cours normal, quoi. Le fonctionnement normal de la justice est assuré. Maintenant, la justice, c'est ça la particularité, excusez-moi. C'est pas un corps qui est fait pour faire plaisir à X ou Y, mais c'est une machine qui continue, quoi. Et rarement échappe toute personne ou tout pion qui se serait trouvé sur sa route, quoi, il écrase tout, il passe. Et c'est ça le truc de la justice. Maintenant, en ce qui concerne le cas Bakary Togola, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu une première procédure qui était pratiquement terminée et qui est revenue parce que les autorités judiciaires il y a eu une opposition du ministre même par rapport à ça. Oui, ça, c'est une procédure qui existe. Le pouvoir du ministre de la Justice, d'ordre du ministre de la Justice, c'est une procédure qui existe. Et en fait, c'est la preuve qu'il ne faut pas aller avec des dossiers de la justice avec plus de légèreté. Ce faisant, il y a des impacts, il y a des répercussions ultérieures qui peuvent venir
pour tout chambouler. Et pour éviter ça, mieux vaut aller sûrement, lentement mais sûrement. Et vous verrez, les procès de cette session qui sont en train de se dérouler, les décisions qui vont en sortir certainement vont être beaucoup plus respectées que ce qui s'est passé dans le premier cas concernant Bakary Togola. Et la justice, à ce moment-là, sera saluée. Alors, très bien. Mais sur ce cas précis de Bakary Togola, auquel le ministre lui-même s'est opposé, n'oublions pas que le ministre, que ce gars, avant d'être ministre de la Justice, a même été le procureur du pôle économique et financier, donc il en sait quelque chose. Maintenant, que la justice ait fait son travail et qu'après lui-même il s'oppose à la libération de monsieur, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, donc ce n'est pas fortuit. Ce que le ministre n'a pas agi parce que tout simplement il est ministre, mais c'est parce qu'il connaît le dossier à fond. Alors nous verrons bien ce qui va en résulter. Il faut ajouter un dernier point, c'est que c'est une procédure qui existe. Il n'a pas posé un acte extrajudiciaire. Très bien. Donc comme je le disais, nous allons voir ce qui va en résulter. Le dossier sera jugé d'après le programme à partir du mois d'août et nous verrons bien. Deux mois. Exactement. C'est le dernier dossier qui est inscrit. Alors nous allons passer au deuxième thème de la soirée rapidement. Le ministre des Affaires étrangères, alors j'y arrive, et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, était en Belgique la semaine dernière pour un forum Crans-Montana où il a été beaucoup question de l'Alliance des États du Sahel, de CEDEAO, de la posture diplomatique du Mali. Première question pour vous, M. Diarra, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie ou des sorties du chef de la diplomatie malienne, puisqu'il y a eu des interventions, il y a eu des interviews qu'il a accordées. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa présence en Belgique? A priori, je dis, il n'a fait que dire des vérités. Et il a porté la voix du Mali, et la voix des pays, tous les pays qui sont aussi sous le joug des terroristes, qui sont des gens téléguidés, fabriqués. Maintenant, parce que je me dis, comme on le dit dans le langage de la rue, hein, Cabri Mort n'a pas peur de couteau. Le ministre a parlé, les gens vont vouloir qu'un diplomate de carrière qui tient un discours comme ça, un discours avec des propos qui manquent de diplomatie. Je crois que je suis très fier de mon ministre. Ce que j'ai entendu, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça parce que sur toutes les questions, moi je crois qu'il a été direct, il a dit la vérité. Les gens, peut-être, qui n'ont pas voulu qu'il agisse comme ça, je dirais qu'il tienne un discours moche, alors que aujourd'hui, tous les pays au nom desquels il a parlé, le Mali d'abord, il a parlé au nom des pays de l'AES, parce que l'AES aujourd'hui, je le dis, c'est nous qui tractons les autres, hein, parce que nous sommes les leaders. Et puis l'AES, c'est CEDEAO. Bon, je ne suis pas surpris, et je suis très content de ce que j'ai entendu. Mais vous n'êtes pas surpris parce qu'au final, ça paraît du déjà vu, déjà entendu aussi. Oui, mais puisque il a donné des explications. Il a des explications parce que sur la question de l'AES, pourquoi nous avons décidé de quitter la CEDEAO et d'aller à l'AES. Mais il a aussi expliqué clairement que ce n'est pas une rupture. C'est-à-dire, contrairement à ce que les gens pensent, on a quitté la CEDEAO, mais les gens essaient de donner une autre interprétation à la chose. Parce qu'ils voulaient créer le problème là où il n'y en a pas. Il a donné l'explication à ça. Et ce que nous avons vécu, par exemple par rapport au terrorisme, et au soutien que nous avons demandé aux autres pays, aux Européens, qui ne nous apportent pas de soutien dont nous avons besoin, moi je crois que ça a permis quand même à l'opinion nationale et internationale de mieux comprendre les enjeux du problème et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés qui font que nous avons adopté cette posture-là. Moi je crois que c'est quand même un discours historique, quand bien même dites que c'est déjà entendu, c'est un discours historique. Ça a permis quand même à ceux qui nous ont créé ces problèmes de savoir que nous ne sommes plus ce agneau doux sur lequel on peut marcher. Donc nous avons grandi, parce que c'est pour ça qu'il dit que quand je l'ai entendu dire que nous n'avons pas... Il a fait une comparaison
il a fait observer la situation en faisant une comparaison des coups d'État qui arrivent dans les pays francophones et des pays colonisés par les anglophones. Quand tu vois, pourquoi il s'est posé la question, pourquoi seulement c'est en Afrique francophone pour l'assistance des coups d'État? Les gens doivent s'interroger. Il y a eu beaucoup de coups d'État en Afrique anglophone aussi, même si là, ils ont commencé à... Mais ces dernières années, c'est surtout en Afrique francophone. Et ce sont les pays de l'Afrique francophone qui ont beaucoup plus de problèmes que les pays anglophones. C'est une façon... Est-ce que vous partagez l'avis global de M. Diarra? Non. En fait, il y a un sérieux problème. On a vu, pas plus tard que la semaine dernière, le ministre de l'économie et des finances se plaignait qu'on avait des difficultés avec des partenaires financiers. Et je pense que le rôle du ministre des Affaires étrangères, c'est de baliser les terrains pour le ministre de l'économie et des finances, pour essayer de gérer un certain nombre de difficultés qui sont en cours et avec les partenaires. On ne peut pas aller chez ces partenaires-là, les insulter tous, et puis compter sur eux. C'est pas possible, quoi. Il y a un paradoxe. Mais ce n'est pas de l'insulte. Je m'excuse. Ce n'est vraiment pas de l'insulte. En diplomatie, on va le laisser développer. En diplomatie, quand on va dire à quelqu'un que c'est petit, c'est des comportements petits, même si c'est avec les diables, moi je vais pacter pour les intérêts de mon peuple, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. Et comme il a dit, c'était un diplomate de carrière qui est allé dans les caniveaux. Donc il y a des problèmes. Il y a des problèmes très sérieux. Et le ministre de l'économie et des finances, il l'a dit. Lui, on lui crée des problèmes. Et il n'a pas besoin de dire c'est mes propres collègues qui me créent des problèmes ou bien c'est les partenaires qui me créent des problèmes. Mais c'est le cumul des différents comportements qui créent des problèmes au ministre de l'économie et des finances qui fait que, pour le moment, il n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'il s'est assignés lui-même. Donc, aller comme ça agresser les gens et puis compter sur eux, il y a un paradoxe sérieux qu'il faut traiter. Par rapport au ministre, ce n'est pas une agression. Je suis désolé, ce n'est pas une agression. Ce n'est pas une agression. Quand il n'a dit que la vérité. Il n'a exprimé que le ressenti. On ne parle pas du message, on parle de la façon dont le message a été passé. Vous voulez qu'il aille prosterner et pleurnicher devant ces gens, ou bien ce qu'il a fait les éléments même sur par rapport lesquels, à la diplomatie, à la diplomatie. Les éléments sur lesquels il s'est basé pour parler, est-ce que vous avez entendu ces éléments-là de quelqu'un d'autre? Non, c'est-à-dire que non, il ne faut pas faire des photos avec les ministres de l'AES, il ne faut pas être avec eux, ne soyez pas vus. Est-ce que vous avez entendu ça de l'autre partie? Ils ont dit ça en off. Qu'est-ce qui empêche notre ministre d'aller régler ça en off? Bon, mais ce qu'il faut en dessous, là, les gens ne le savent pas. Mais sur toutes les questions abordées, moi je crois qu'il a craché la vérité. Il a craché la vérité. Même par rapport au choix des partenaires. Il l'a dit. Il dit qu'on est prêt, dans un partenariat gagnant-gagnant, à collaborer avec tout le monde. Les Russes, là, il l'a dit aussi, il dit que les Russes n'ont pas colonisé. Ils sont dans un partenariat gagnant-gagnant avec les États. Donc, les autres auxquels il fait allusion, on connaît leur mentalité, on connaît leur façon de faire. Et c'est tout ça qui est ahurissant et qui l'a amené à tenir de tels propos. Sinon, vous savez, c'est quand même un homme qui a une dimension. Le président a déjà réglé ça. Le président de la transition a déjà réglé ça. Le président de la transition a été très clair. Il y a les 3 principes que le Mali impose à tout partenaire. On n'a plus besoin d'aller se répéter, quoi. Vous voyez un peu. Maintenant, le Premier ministre l'a dit, le ministre des Affaires étrangères est là, c'est justement pour régler les traces qu'eux, ils restent, ils doivent être dans leur sillage, ou même aller avant eux, pour régler les traces qu'eux, ils laissent, des traces qui peuvent être essayer de réchauffer un petit peu des pour dire que non, ne tenez pas compte, voilà, ne tenez pas compte de tels propos, ne faites pas ça, essayez de me voir moi, essayons de trouver des formules. Mais ça, c'est des choses. Place, il sait ce qu'il veut. Il est en train de me faire pas à parler. Malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas de choses, quoi. Il y en a qui ne comprennent pas. C'est des gens, les Maliens sont vraiment émotifs. Ils comprennent. Ça dit, nous, on essaie de mettre la passion avant la raison. C'est pas dans son cas. Mais, le ministre, il a mis en avant ses émotions. Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis d'accord avec lui.
Je suis vraiment d'accord avec ça. Ça, c'est personnel. Voilà. On ne peut pas Oui, mais ça. est-ce que finalement, M. Diarra, comme vous l'avez dit, il a caché les vérités, ce que vous avez dit. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire finalement? On a besoin de gens. C'est vrai, le contexte dans lequel nous nous retrouvons nous oblige quand même à clarifier nos positions, à expliquer nos choix. Ceux qui sont sincères avec nous, ils vont venir, ils vont accéder à nos demandes. Mais s'il y a de l'hypocrisie dans la façon de faire des autres, moi je crois que c'est là on va pas se retrouver. Par exemple, juste un exemple. Je pense que le ministre a dit, si ce n'est pas la France, les États-Unis ou autres, il y a d'autres pays, la Chine, la Russie et autres. C'est aussi une vérité. Oui, c'est aussi une vérité. Et quand il dit que les décisions de la liste ne vont plus se prendre à Paris, Belgique, ailleurs, mais plutôt ça va se prendre à Bamako, à Niamey. Comme il avait évoqué, le ministre de l'économie et des finances, on a sollicité la Banque mondiale. Et on sait que la Banque mondiale est financée à une certaine hauteur par les États-Unis, par la France, par certains de ces pays occidentaux. Le monde évolue comme ça. Ce que nous donne là, ce n'est pas le monde. Hein. On demande, mais ce n'est pas le monde. Ils ont imposé des conditions que le gouvernement a apparemment refusé. Si on souscrit à ça, il n'y a pas de problème. Mais si on n'accepte pas, et puis on dit que c'est bon. C'est bon, mais vous pensez qu'on peut continuer comme ça? Finalement, est-ce qu'on peut s'en sortir comme ça? Bon, je suis optimiste. Moi, je suis optimiste. Ce n'est pas ce discours. Et ce n'est pas la réaction. Peut-être qu'ils vont faire, qui va m'amener quand même à désespérer de l'avenir de mon pays. Et moi, je crois que le choix est clair et nous sommes engagés à aller jusqu'au bout, convaincus que nous allons arriver au bout du tunnel. Vous êtes d'accord avec ça? Non, peut-être que lui n'a pas compris ce que nous on est en train de dire. On est clair que les trois principes du président de la transition sont inviolables et sont non discutables. Maintenant, comment les mettre en œuvre, avec qui travaille sur les différents principes, ça c'est le travail du gouvernement. Maintenant, si le gouvernement n'arrive pas à mettre cela en œuvre, ça va créer des problèmes au pays et des problèmes auxquels le pays doit faire face dans d'autres circonstances. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand le ministre de l'économie lui-même va devant les CNT pour dire que lui il a des difficultés, comment on va faire pour payer les salaires du mois de juillet, le mois d'août qui arrive et les différents mois qui vont suivre après? C'est des difficultés qu'il a annoncées, qu'on n'a même pas vécues d'abord, alors que déjà le pays est dans une situation extrêmement difficile. Donc il faut essayer de travailler ensemble, tous les gouvernements doivent se mettre ensemble pour se mettre une feuille de route sur laquelle feuille de route personne ne doit dérober. Et malheureusement, les ministres des Affaires étrangères ne semblent pas être sur la même longueur d'onde que les autres membres du gouvernement. Et c'est inquiétant. Non, c'est peut-être votre lecture de la chose, quoi. Votre lecture de la chose. Parce que vous pensez qu'avec ce discours, il est allé mettre les pieds dans le plat. Parce que le ministre est sorti le ministre de l'économie Samy est sorti pour dire des difficultés. Est-ce à dire que ce sont les propos de Diop à Bruxelles qui font que lui, le ministre de l'économie a des problèmes à débloquer certains sous auprès des bailleurs? Ce n'est pas ça. J'avais déjà répondu à ça. J'ai dit que c'est le cumul des deux comportements. Je n'ai pas dit que c'est seulement le comportement des ministres des Affaires étrangères qui joue à ça. On va s'accorder sur votre désaccord sur ce thème pour clore cette émission. On est déjà arrivé au bout des 26 minutes qui nous est consacré pour l'actu en débat. Merci, M. Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malikile, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à M. Laya Diarra du Soir de Bamako également d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir, comme toujours, à mercredi prochain. Inch'Allah, bonne soirée à vous.